donnant la parole à des dirigeants, dirigeantes, des donneurs d'ordre. On a commencé à en parler ce matin. Sur cette table ronde donneurs d'ordre donc sur la thématique engagement collectif et bien-être au travail. Comment les concilier dans les organisations aujourd'hui? On a trouvé intéressant que ces différents secteurs d'activité puissent se croiser. Ils n'ont pas forcément l'habitude de se croiser ni forcément de se parler. On va voir ensemble quelles sont les spécificités, les nuances, mais aussi peut-être les traits d'union et les points communs qu'elles ont. Je vous présente nos intervenantes. Je vais commencer par Stéphanie Béranger-Crisanti. Un petit geste pour qu'on puisse vous identifier. Avec oui, les applaudissements, c'est bien, très bien. Avec plus de 20 ans d'expérience en RH, majoritairement à la Société Générale. Elle a occupé plusieurs postes de senior RH, directrice RH, notamment pour le business, pour la direction financière, ainsi que pour les fonctions risques. Elle a également exercé le rôle de Global Head of Learning and Development pour la division CIB. CIB, c'est Corporate and Investment Banking. Désolé pour l'accent, je fais du mieux que je peux. Et aujourd'hui, Stéphanie, tu es directrice RH pour la division groupe COO. Son expertise recouvre la gestion des talents, la transformation organisationnelle, l'évolution des métiers et l'accompagnement des dirigeants et des équipes dans des contextes de forte évolution. La métaphore de Stéphanie, la coach d'organisation pour elle, c'est un ou une chef d'orchestre sur un terrain instable. Je vous présente maintenant Fleur de Build. Fleur est coach d'équipe et d'organisation. Elle accompagne les dirigeants, les dirigeantes et les collectifs confrontés à la perte de sens, aux fractures managériales ou à l'épuisement. Son parcours de 29 ans dans l'armée lui a appris une chose essentielle. Le bien-être n'est pas un confort, c'est une condition opérationnelle. Et elle travaille aujourd'hui justement à réconcilier exigence, engagement et équilibre durable. Pour Fleur, la coach d'organisation, c'est l'architecte du cadre vivant. L'architecte du cadre vivant, il conçoit une structure suffisamment solide pour soutenir l'engagement et suffisamment souple pour préserver l'humain. Je vous présente maintenant Anne Ochdel. Vous êtes gentiment mis dans l'ordre, c'est parfait. De formation littéraire, philosophie, elle a fait le choix de se tourner vers les RH avec l'objectif d'agir, de trouver pour chacune la mission dans l'organisation qui lui correspond et qui enrichit le collectif. Après 30 ans passés dans plusieurs secteurs industriels, Anne a ensuite intégré le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône avec le challenge de faire le pont entre deux visions RH. Elle est passionnée d'amélioration continue, de développement des compétences et persuadée évidemment que l'enjeu de la QVCT, son objectif, c'est de faire comprendre aux soignants qu'ils doivent prendre soin d'eux pour s'occuper ensuite bien des autres. Tout un défi. Et dans cette optique, elle est aussi formée au coaching d'équipe et à la médiation. La métaphore de Anne, pour elle, la coach d'équipe, c'est un catalyseur. Grâce au coach, l'équipe prend conscience de son existence et donc sa puissance. Tous les composants sont là, le coach permet que la réaction chimique se produise. Et enfin, je vous présente Frédéric Babelon. Frédéric a été enseignant, maître formateur, directeur d'école d'application en Seine-Saint-Denis. Donc on est dans le monde de l'éducation nationale. Il a été aussi inspecteur de l'éducation nationale premier degré, puis principal et proviseur en Seine-et-Marne. Il a ensuite exercé la fonction de directeur académique adjoint dans l'Académie de Guadeloupe, puis directeur académique des services de l'éducation nationale dans l'Aube, Académie de Reims. Il nous fait réviser les régions, c'est bien. Et enfin, en Haute-Savoie, Académie de Grenoble. Et vous êtes aujourd'hui, Frédéric, en charge notamment du dossier de l'école inclusive. Vous êtes docteur en linguistique, passionné par la pédagogie et le management et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un, Piloter un établissement en s'appuyant sur la force du collectif, avec un certain Roderick Maubras, que je connais pas. La métaphore de Frédéric, le ou la coach d'équipe pour lui, c'est un bâtisseur de ponts ou un architecte du lien. Le mot architecte revient. Frédéric me dit on a tous tapé sur ChatGPT pour la métaphore. Mais vous avez vu que ChatGPT a l'air d'être créatif. Hein.
Ah ouais, c'est ça, le prompt fait toute la différence. J'attire votre attention sur ce qui va se jouer aussi ici avec Viviane Morel, qui est coach d'équipe et d'organisation et également facilitatrice graphique. C'est les talents que tu vas nous partager aujourd'hui particulièrement. Elle va écouter nos échanges et donc retranscrire de manière visuelle nos échanges. Et ça sera l'occasion en fin d'intervention voilà, de voir quelle fresque tu nous as conçue et peut-être de prendre en photo cette fresque. Vous pourrez chacune repartir avec un compte-rendu prêt à emporter, voilà, synthétisant nos échanges. Les présentations ont été faites. Rentrons maintenant dans le vif du sujet sur cette thématique que vous voyez là, engagement collectif et bien-être au travail. Comment les concilier dans les organisations aujourd'hui? Première question que je vous pose. Plutôt sur les enjeux. Quelles sont selon vous les difficultés à surmonter dans votre secteur, justement pour concilier engagement collectif et bien-être, et peut-être même sur la période 2026-2030, pour faire un peu de prospective? Qui commence? Qui veut prendre la main? Anne? Normalement, ils sont on. Si ce n'est pas le cas, prenez celui-là. Alors, quels sont les enjeux dans le secteur que je représente, hein? Le centre hospitalier William Morey, c'est un hôpital public. Donc, la santé publique, qu'est-ce que je peux en dire sur l'engagement collectif? Bien entendu, c'est un endroit où il y a de l'engagement, il y a du collectif quand on est sur le soin. Cependant, quand on n'est plus dans le soin, eh bien, on retrouve des organisations extrêmement divisées, en silos, parce que on hérite ça certainement du passé, une organisation un peu militaire, on le dit. Les médecins ont leur monde, les soignants ont leur monde, les administratifs ont leur monde et leur système hiérarchique. Et donc, on ne travaille plus ensemble. Et cette difficulté est grande quand on veut parler de l'engagement collectif et du bien-être au travail. Comment retrouver ce collectif qu'il y a dans le soin, qu'il y a dans l'urgence, qu'il y a face aux patients? Comment retrouver cette adrénaline dans le quotidien et dans le travailler à notre amélioration continue, à notre transformation, à notre mieux-être? Donc là, c'est vraiment pour moi un enjeu. Je pense qu'on en reparlera. Il n'est peut-être pas que dans la santé publique. En tout cas, moi, j'ai vécu vraiment cette différence par rapport au monde du privé, où j'avais l'impression que le fait d'avoir un seul DG ou un seul CODIR, ou une seule hiérarchie, faisait un tout petit peu plus sens sur le collectif. Voilà. Et mon deuxième enjeu, qui est criant, mais je pense que là aussi, c'est un peu la fonction publique, c'est comment travailler l'engagement et le bien-être face à une perte de valeur, une perte de sens, où nos soignants, eux, le moteur tous les matins, c'est la valeur du soin, c'est venir pour donner, venir pour prendre en charge l'autre. Et puis, tous les jours, ils se disent, finalement, il n'y a plus de moyens, on n'est plus reconnu, il n'y a pas de considération. Ce qui fait qu'ils abandonnent leur métier, donc ils sont encore moins nombreux. Et donc, le lendemain, les conditions de travail sont pires. Et petit à petit, il y a une perte de sens et de valeur. Et comment nous, en local, on va essayer de substituer et de retrouver de la valeur et du sens pour leur dire, si, il y a un peu d'espoir, allez, au sein de l'établissement, qu'est-ce qu'on construit pour qu'il y ait de la rétention, que les soignants reviennent avec le sourire et construisent un monde où ils se sentent bien. Voilà. C'est un peu ça mes enjeux. Donc oui, un engagement collectif pour prendre soin et dans l'envers du décor, oui, alors on retrouve la problématique du silo, de travailler plus ensemble, perte de valeur, perte de sens. Ok. Qui veut prendre la main, Fleur? Comme tu as parlé de hiérarchie, je vais parler de l'armée. Donc là, je suis plus pour vous partager justement l'expérience, le vécu dans l'armée. Donc moi, j'ai commencé petite mécanicien sur hélicoptère avion de chasse. J'ai fini effectivement donc officier supérieur. Et donc, pour vous donner le cadre, quand on va s'engager à l'armée, on rentre en école et tout de suite, on va nous
faire travailler sur tout ce qui est cohésion, tradition, qui vont déjà être le ciment de la partie, finalement, engagement collectif. Suite à cela, on va nous donner des objectifs qu'on ne peut pas atteindre seul. Donc, de fait, on est obligé de travailler en équipe pour que ça marche. Sinon, dès l'école, déjà, c'est compliqué. Et donc, je vous dis tout ça parce qu'en fait, pour moi, ce qui va être important, c'est de ne pas faire la confusion entre engagement et surengagement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit « je suis engagé pour… » l'hôpital, je suis engagé pour quelque chose, eh ben, ça veut dire qu'on est disponible tout le temps, on ne doit jamais lâcher, enfin bref, on est finalement surengagé. Et je vous partage ça parce que justement, j'ai une petite expérience. J'avais fait un vol de nuit comme ça en escadron à Istres. Et donc, l'équipe de mécaniciens, donc on était là pour faire décoller les avions, maintenance, atterrissage, etc. Et donc, dans toute cette équipe-là, les gens travaillent avec moi comme il faut, parfaitement, jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain matin, on revient au travail. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Un de mes mécaniciens, donc chef de service, qui était là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il me dit, là, il y a un avion à dépanner, vous vous rendez pas compte, voilà, il y a que moi pour le faire, etc. Je dis, mais OK, mais c'est pas OK dans le sens où que faire de cette situation ? Moi, je pouvais pas le laisser travailler sur l'avion. Donc voilà, donc c'est juste pour vous mettre en image justement cette confusion entre engagement, surengagement. Et pour revenir sur ce que Olivier disait tout à l'heure, comme on est dans un monde où il y a beaucoup d'injonctions paradoxales, que ce soit l'armée ou chez les autres secteurs, c'est travailler plus avec moins et surtout, attention, garder l'équilibre vie pro, vie perso. Hyper important. Donc quand on a dit ça, pour moi, l'enjeu justement, c'est justement poser un cadre. Donc pour moi, un cadre, c'est pas un gros mot. Un cadre qui va sécuriser, qui va permettre justement ne pas enfermer, mais de laisser la liberté. Et pour cela, donc pour reprendre l'exemple de mon mécanicien, c'est ce que j'appelle un peu de la régulation d'équipe, où on va éviter qu'une personne prenne la pression toute seule, mais en fait, le collectif va justement mettre en jeu la situation, va répartir peut-être la charge, les responsabilités et prendre des décisions pour pouvoir transformer justement ce stress et cette responsabilité individuelle en responsabilité collective. Donc voilà, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de réussir à mettre dans les équipes cela. Et quand je dis équipe, ça peut être comme mon exemple en escadron, mais ça va être aussi l'équipe de l'unité entière et également de l'armée de l'air, par exemple. Donc il y a… Voilà. Merci pour ces premiers partages. Donc oui, une école de la cohésion au début de la présence à l'armée, intéressant. Cette différence entre engagement et surengagement, comment ne pas aller trop loin dans ce qu'on demande aussi aux équipes. Et oui, ces injonctions, travailler plus avec moins, j'ai l'impression qu'on a déjà tous et toutes entendu ça. Cet équilibre vie pro, vie perso qu'il faut absolument tenir. Ouais, ces injonctions qui sont à l'œuvre. Ok. Stéphanie, j'ai pas précisé, Stéphanie revient d'un voyage en Inde. Ça a été un suspense ce matin, le passage à la douane, le taxi moto, et donc on est très content, encore plus content que les autres, j'allais dire, je suis désolé, hein, que les autres de vous avoir. J'espère être à peu près fraîche. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle est en civil. Oui, désolé. C'est ce qu'elle m'a dit, mais nous, ça nous va très bien. Pour pouvoir dormir dans l'avion, c'était plus pratique. Merci beaucoup. Écoutez, je vous emmène dans un monde un peu différent, puisque c'est très différent, et pas tellement finalement, on en parlait un petit peu en aparté, du monde pharmaceutique, médical ou du monde de l'armée. Le secteur bancaire. Donc le secteur bancaire, pour nous, l'objectif, c'est être rentable et faire de l'argent. C'est ce qu'on sait fabriquer, c'est ce qu'on sait faire. Donc, mais c'est un environnement en même temps donc, qui nécessite beaucoup d'engagement de la part des collaborateurs, de la part des managers. Hein. C'est une culture du zéro défaut, c'est une culture de l'excellence, c'est une culture où l'engagement, c'est tous les jours. Mais c'est en même temps un environnement qui est très, très contraint. Alors peut-être certains d'entre vous viennent de la banque, en tout cas j'en connais quelques-uns que j'ai croisés, mais c'est un monde très contraint, monde très réglementé. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, peu importe, c'est un monde qui est très normé, très réglementé, donc qui requiert une discipline et une vigilance au risque en permanence. Et ça crée de la charge mentale aussi pour les collaborateurs, pour les managers. C'est faire de l'argent, savoir prendre du risque, mais en même temps, il y a des barrières et des limites partout. Donc c'est notre job, hein, c'est leur job, mais ça crée quand même de la charge mentale. Et puis, ce souci de rentabilité, ça implique au sein des entreprises, comme la Société Générale, que l'on s'adapte en permanence à l'évolution externe, aux besoins des coûts. Et donc, ça nécessite des réorganisations permanentes. Donc, on enchaîne les réorganisations, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient liées au digital, hein, puisqu'on a de nouveaux compétiteurs sur le marché, ce que l'on appelle les néobanques.
Et donc, sur des banques plus traditionnelles, comme le modèle initial de Société Générale, même si nous avons notre banque digitale également, ça nécessite d'adapter les organisations. Et donc, on les enchaîne, ce qui crée, même si les collaborateurs comprennent le sens, évidemment, intellectuellement comprennent le sens et le pourquoi on le fait, ça crée quand même une forme de pression, une nécessité de s'adapter en permanence et une forme parfois d'essoufflement quand tous les ans on change l'organisation, on change les managers, on change les pratiques, on change les process, on intègre de nouveaux outils en permanence. On le voit en ce moment, l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est pas en années qu'on compte les réorganisations, mais ça évolue au fil des mois, donc il faut s'adapter tout le temps. Donc voilà, une pression externe, une culture du zéro défaut et un engagement permanent. Et puis en interne, une nécessité de s'adapter, et donc des nouveaux collègues, une nouvelle organisation, un nouveau manager, un nouvel immeuble, un nouveau pays. Voilà, donc on s'adapte en permanence. Et au milieu de tout ça, un autre de nos enjeux, nous avons des managers, comme dans toutes les entreprises, qui sont les piliers de cette organisation, qui traquent, qui accompagnent les équipes. Et ces managers, on leur demande beaucoup d'être à la fois les ouvriers de ces évolutions organisationnelles, de tenir aussi le cadre réglementaire, d'être innovants et en même temps de prendre soin de leurs équipes, de maintenir du bien-être au travail, de l'engagement. Et ils sont également, eux, des collaborateurs. Donc voilà, une pression qui peut créer une forme d'essoufflement qui peut nuire à l'engagement. Or, nous, l'engagement, c'est le fuel principal de la rentabilité. Voilà. Oui, et on voit bien se dessiner ce cercle vicieux, pression structurelle de la réglementation, pression des réorganisations peut-être qui s'enchaînent, et les managers qui sont faits effectivement aux prises avec la stratégie et le terrain, pris entre deux feux. Ok. Allons voir du côté de l'éducation nationale. L'éducation nationale. Le seul objectif de l'éducation nationale, sa seule obsession, c'est la réussite des élèves. Voilà, c'est que les élèves réussissent et ne laisser personne au bord du chemin. Alors une fois qu'on a dit ça, on a quelque chose de très complexe dans l'éducation nationale. On a d'abord quelque chose de très vertical, avec des organisations qui sont au sommet. Il y a le cabinet du ministre, la direction de l'enseignement, la direction des programmes. Et je pensais tout à l'heure à la conférence sur les organisations. Je pense qu'il y aurait ça serait intéressant d'y travailler, de la manière dont tous ces équipes différentes au sommet travaillent. On est dans un système excessivement contraint. C'est-à-dire que, quand on change souvent de ministre, on est dans un système souvent contraint, puisque ça peut changer, même si depuis Elisabeth Borne et aujourd'hui avec Édouard Geffray, on est sur un discours qui est plus laissons les initiatives au terrain, laissons le terrain penser par lui-même, etc. Donc il y a une forme d'évolution. Mais c'est très hiérarchisé. Un ministre, des recteurs, des directeurs académiques, des chefs d'établissement, très déconcentrés. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'éducation nationale. Rien qu'un département comme la Haute-Savoie, qu'un département moyen, il y a 442 écoles, 52 collèges, 25 lycées, plus tout le public, tout le privé sous contrat, on a aussi des agents de l'État. Donc, est très contraint parce qu'on a des instructions, on demande à des gens de faire des choses, que sont les directeurs, les pilotes, et de motiver leurs équipes et leurs équipes, quoi. Enfin, voilà, d'une manière générale. Des fois pluridisciplinaires. Dans un collège, on a bien sûr des enseignants, mais on a aussi des agents, on a des assistantes sociales, on a des infirmières, on a des gens qui sont de différents groupes sociaux différents. Et le principal, le proviseur, lycée, principal, collège, directeur d'école, doit dynamiser tout ça dans un système où il y a les programmes, il y a des demandes ministérielles, etc. Et c'est pour ça qu'on a écrit d'ailleurs cet ouvrage avec Roderick. C'est-à-dire que la question que je me posais, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour dynamiser, où sont les espaces d'initiative possibles, et comment je fais pour dynamiser des équipes quand... Alors, je suis déjà un vieux directeur académique, ça fait 10 ans que j'exerce ça. En 2014, c'était le collège avec un nouveau système, etc., sous un gouvernement qui était à l'époque un gouvernement socialiste. Et puis ensuite, on a eu un nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer, qui était un ancien recteur, et c'était les classes dédoublées. On a un peu abandonné la réforme précédente pour mettre en place une nouvelle réforme. Et puis ensuite, ça a été cette réforme, etc. Et on est dans quelque chose qui est
Très, très, très... Alors, je ne sais pas, à l'hôpital, c'est une vraie question. Mais il doit y avoir aussi ces changements-là, mais très mouvant et c'est très instable. Et pourtant, il y a quand même cette liberté pédagogique dans la classe. Voilà. Et comment on va jusque dans la classe avec des enseignants qui peuvent être aussi eux-mêmes un peu en souffrance, avec des collectifs de classe qui sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a à peu près 60 ans, parce que bon, à l'époque, voilà, une bonne pichenette et puis c'était réglé. Aujourd'hui, c'est plus ça, comme dirait mon beau-père, hein, il dit souvent ça à l'époque. Au moins, ça, voilà. Mais aujourd'hui, non, ça marche pas comme ça. Il faut motiver le collectif de la classe. Et ça nous rassure, je crois. Oui, oui, et ça nous rassure. C'est quand même rassurant et c'est très bien. Avec un système de coéducation, parce que nous avons aussi des usagers. Et pour terminer d'une manière très très courte, un chef d'établissement, un directeur, une école, c'est un peu comme un bateau. C'est un bateau. J'ai bien aimé la métaphore de la, comment dire, c'est une traversée à la voile, quoi. C'est ça. Alors, c'est une traversée à la voile. Alors, on nous donne la direction du haut. On dit qu'il faut aller au nord. On a un équipage qui généralement veut pas bouger. Il veut rester au port. Il est bien. Il veut pas changer encore. On a des usagers que sont les parents qui veulent aller à l'est, où des fois, il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, qui fait des bêtises, et l'équipage ne veut pas récupérer celui qui est tombé à l'eau, préfère le laisser dériver. Et puis, on a un pilote avec un petit bateau. Ça peut aller une école de 2 classes, rurale, ou une classe, avec 10 élèves, jusqu'à des très gros bateaux, des lycées de 2500, 3000 élèves avec 100 personnels, etc. Et c'est autant de lieux déconcentrés qu'il faut inspirer et qu'il faut accompagner dans la dynamique des groupes. Et donc on voit bien c'est compliqué. La flotte de bateaux dans cette mer. Ce que je retiens, c'est qu'il y a ce cap de la réussite des élèves et en même temps cet environnement contraint de la hiérarchie, quelque chose de déstructuré, cette pluridisciplinarité. Très structuré. Très structuré, pardon, oui. Cette pluridisciplinarité et un mix entre, oui, contrainte et liberté d'initiative. OK. On voit donc se dessiner des points communs, des points de nuance, de divergence. Deuxième question que j'ai envie de vous poser, on en parlait ce matin sur les KPIs aussi, sur des retours d'expérience. Dans les environnements que vous venez de décrire là, dans votre secteur, quelles sont les actions concrètes que vous avez mis en place, peut-être avec succès, peut-être avec moins de succès, on va voir, qui favorisent à la fois cet engagement collectif et ce bien-être, et peut-être en faisant émerger aussi quelques résultats identifiables, ces fameux KPIs. Vous reprenez la main, Anne ? On a décidé qu'on restait très, pour l'instant, très scolaire. Très scolaire. J'ose pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé ? Qu'est-ce qu'on a essayé ? Puisque finalement, j'ai été supportée par beaucoup de personnes là présentes. L'idée, quand je suis arrivée, puisque moi je venais du privé, c'était de dire non, mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces soignants qui finalement ne pensent pas à eux, qui ne vont pas si bien, comment je peux, moi, les aider à prendre conscience que leur bien-être va être un levier fort pour servir leur valeur, qui est de se tourner vers le soin. Donc, j'ai cherché des portes d'entrée, des leviers. J'étais très engagée amélioration continue, management participatif. Mais là, flop, pas du tout. Et donc, la voie d'entrée que j'ai trouvée, c'est le diagnostic ou l'observatoire RPS. Qu'est-ce qui se passe ? Comment va l'hôpital ? Et demander à chacun des agents, puisqu'à l'hôpital, on dit des agents, de se positionner par rapport à ses conditions de travail. Et ça a été pour moi... vraiment une voie, puisque ce qui m'intéressait, ce n'était pas le diagnostic, c'était le résultat. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comment on allait faire porter ça, amener ça aux équipes, pour que surgissent devant tout le monde, les équipes, la direction, tous les managers, les médecins, etc., tout ce terreau, ah oui, il y a tout ça. Sur quoi on va devoir travailler.
nos valeurs, la reconnaissance, la communication, la charge de travail, les difficultés d'organisation, les synchronisations, etc. Tout ce que j'avais vu, ou on voit quand on vient de l'extérieur, mais sur lequel personne n'avait envie de travailler. Et le diagnostic a permis finalement de porter au regard de tous ce sur quoi il était peut-être intéressant de travailler. Et là, on a fait le choix d'y aller par de l'accompagnement d'équipe. Ça n'a pas toujours été très simple, mais de dire à chaque équipe, maintenant que vous avez ça, qu'est-ce que vous voulez en faire? Quel est le plan d'action? Qu'est-ce qui, pour vous, est important de travailler en premier, en essayant de faire en sorte que chaque équipe se mette en mouvement sur son propre plan d'action. Et puis sur les équipes un petit peu plus en difficulté, on avait fait le choix d'être accompagné par un coach d'équipe. Je ne vais pas vous embêter très très longtemps avec le déroulement du projet qui a été très long et on est encore dessus. Embêtez-nous, L'équipe IAI, qu'est-ce qui a vraiment et comment on mesure que ça a changé? Déjà, on a eu plus de 50% d'agents qui ont répondu à ce diagnostic, ce qui est plutôt un taux assez fort. En tout cas, on n'avait jamais eu ça dans l'hôpital. C'était un projet qui a réuni tous les silos, donc les médecins, les directeurs, les administratifs, les infirmiers, tout le monde, toute la ruche, puisque un hôpital, c'est un monde. Donc les 2500, voilà, il y a plus de 1000 qui ont répondu. Donc une première là-dessus, c'était mon premier enjeu. Et une appropriation par l'équipe de direction. Et là, pour moi, une révolution parce qu'ils s'en sont emparés en disant « Ah mais oui, là, il faut qu'on prenne ça et ça va être... on va écrire un projet social, on va définir nos valeurs. Ah ben mince, il y avait des choses à faire là et il y a un terrain de transformation. » Donc, bon, voilà, ça c'est pas mesure... On n'a pas toujours des chiffres pour mesurer. On n'a pas... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si simple. Très clairement, on voit la transformation et maintenant, j'allais dire, on vient nous chercher. Ça va mal dans l'équipe. Là, vous ne pourriez pas venir faire un petit peu du coaching, un petit peu de facilitation, nous aider à réfléchir. Et ça, j'allais dire, c'est presque une des plus grandes victoires. Voilà. Ouais. Donc, si je résume, je synthétise, un diagnostic qui a permis finalement une forme d'effet miroir. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà le terreau sur lequel nous travaillons. Et puis après, une appropriation de différentes stratégies hiérarchiques, avec notamment l'équipe de direction qui a pris les choses en main. Et un engagement dans ce diagnostic de réponse. Et puis, oui, finalement, une proactivité pour faire émerger peut-être plus rapidement, de manière plus fluide, les difficultés. Ah non, peut-être pas jusque-là. Rapidement, à l'hôpital, il faut quand même... Là, on y est depuis 3 ans. Et les gens qui travaillent avec moi, je leur avais dit, bon, on part pour 1 an. Je crois qu'ils ont beaucoup souffert du Titanic. Là, le bateau ne vire pas très rapidement. OK. Et j'avais pas l'équipage avec moi. Donc, OK, au fur et à mesure, au rythme de l'organisation. Intéressant à noter. Fleur. Alors, par rapport au retour d'expérience, mis en place des choses, il y en a déjà plein dans l'armée, même si ça peut peut-être surprendre. En fait, moi, c'est plutôt une posture que j'ai essayé de transmettre aux équipes avec qui j'ai travaillé. Et quand je parle d'équipe, c'est aussi bien les personnes qui travaillaient pour moi, sous mes ordres, ou pour mes chefs aussi. Et donc, ça se résume en 3 points importants pour moi. Donc, j'en reviens à ce fameux cadre qui permet de sécuriser. Pour moi, c'est important que les personnes, quand elles arrivent quelque part, elles sachent... on les attend sur quoi? Quelles sont leurs responsabilités? De vraiment clarifier quel est le cadre des responsabilités, quelle est leur liberté. Et donc, pour moi, ça, c'était vraiment un point très, très important. Et je me suis un petit peu amusée parce que ce cadre, je m'en servais aussi d'une autre manière. C'était aussi un moyen pour moi de valoriser les personnes. Dans le sens où, par exemple, encore un autre exemple, un mécanicien qui arrive en escadron, et cet homme-là, par exemple, son métier, c'est de faire les plans des avions toute la journée. Alors vous allez me dire, bon, faire un plan, c'est quand même pas trop... voilà. Sauf qu'en fait, quand cette personne arrivait pour ce métier-là, je le recevais dans mon bureau, alors bien sûr, bienvenue, machin, fait connaissance, etc. Et je lui demandais, bon alors, qu'est-ce que vous avez compris qu'on attendait de vous? Donc il m'explique, etc. Et je lui dis, oui, tout à fait, on fait les plans, etc. Et à votre avis, pourquoi c'est si important? Donc là, le gars, il réfléchit 2 minutes et il me dit, c'est important parce que...
Bah oui, si je fais pas le plein, l'avion de chasse il décolle pas, donc voilà. Donc première réponse extrêmement intéressante. Et je vais un petit peu le chercher plus loin. Et je lui dis, alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'aéronautique, il y a certaines phases qui sont hyper dangereuses, notamment le décollage et l'atterrissage. Et quand les mécaniciens font les pleins avions, au niveau de la voilure, on doit répartir le tonnage du carburant de façon à ce que l'équilibre soit nickel, de façon à ce que l'avion décolle bien. Donc là, en fait, le mécano se rend compte à quel point son métier est important. Bon, il y a plein d'autres exemples qui illustrent tout ça. Et donc, ce cadre-là permet aussi de le valoriser. Donc ça, c'était vraiment la première chose qui, pour moi, était très importante. La deuxième chose, alors là, vous allez me dire, bon, c'est peut-être un peu le monde des bisounours, mais j'en suis persuadée, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, l'armée, la première chose qu'on vous apprend, c'est quand vous arrivez quelque part, vous dites bonjour. Et puis, vous essayez de vous présenter, vous essayez de comprendre la personne. Et le but du jeu, c'est vraiment la compréhension sincère des personnes. Alors, vous allez me dire, oui, mais Fleur, quand on a 800 personnes à commander, etc. Oui, mais si tout le monde a ce réflexe de s'intéresser authentiquement à la personne, de dire bonjour, et voilà, la personne pourra repérer justement les signaux faibles, le changement de comportement, la personne qui a une drôle de tête ce matin, et donc éventuellement questionner. Donc, le petit dernier est né, la personne n'a pas dormi la nuit, donc peut-être que ce jour-là, je ne vais pas le mettre sur l'avion qui fait un point fixe, par exemple, etc. etc. Donc vraiment, cette compréhension pour comprendre les signaux faibles. Donc là, comme tu disais, c'est la mesure de, finalement, de moins de risques pour les personnes, les équipes. Et en fait, j'ai envie de dire, souvent, on se dit, non mais la partie gestion humaine, c'est le boulot des RH, des ressources humaines. Moi, j'aime bien les appeler richesse humaine parce que c'est vraiment leur job pour moi. Oui, c'est le boulot de la richesse humaine, mais c'est pour moi aussi le travail de tout le monde. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait que ma chef de secrétariat me dise « Oh, capitaine ou commandant à l'époque, ouais, j'ai remarqué un tel machin. » Je dis « Ok, très bien. » Et on voyait ce qu'on pouvait faire. Donc l'important, c'est vraiment cette partie-là, c'est connaître sincèrement les gens, s'intéresser vraiment à eux. Et enfin, la dernière chose, et donc ça a été déjà discuté tout à l'heure par toi, c'est le côté être transparent dans... Alors quand je dis transparent, c'est bien sûr tout ne peut pas être dit, mais être sincère sur la communication du message. Par exemple, quand on part en opération extérieure, on a une mission à réaliser, c'est important que toute l'équipe sache pourquoi elle est là. C'est quoi l'objectif de la mission? Donc là, encore une fois, on est à petite échelle, mais quand on va être dans un grand escadron ou même au sein de l'armée de l'air, c'est important d'avoir la connaissance des grandes lignes pour justement être motivé, connaître la direction. Et ce que j'ai remarqué, c'est justement ce côté, les gens aiment comprendre. Alors les jeunes générations, je vous en parle même pas. Donc là, c'est important de donner du sens, vraiment. Et surtout, d'un point de vue émotionnel, quand on s'attend à ce qui va se passer. C'est-à-dire que, bon, là, franchement, pendant 3 semaines, mais vous n'allez pas arrêter. Mais qu'on sait qu'au bout des 3 semaines, soit il y a la relève, soit il y a ci, soit il y a ça, automatiquement, on ne va pas avoir de peur, on ne va pas avoir de doute et on va donner le meilleur de nous-mêmes parce que, justement, encore une fois, c'est cadré. Donc voilà. Et pour revenir sur la partie, justement, engagement collectif et donc le bien-être, pour moi, c'est finalement une synergie. Parce que le fait de prendre soin comme ça les uns des autres, mais authentiquement, hein, pas le care dont tout le monde parle, et que, voilà, mais vraiment, quand on est attentif à tout ça, il y a vraiment... voilà, le collectif est là, se soutient, et voilà, c'est mon petit partage. Voilà. Merci, on rentre dans les coulisses de l'armée, c'est super. J'ai retenu le cadre, les responsabilités, les libertés de chacun aussi, donner du sens évidemment, s'intéresser, la curiosité, et je comprends l'exemplarité aussi des différentes strates hiérarchiques, pour pas que ce soit un care un peu écœurant, mais que ça soit sincère, et justement cette sincérité. Et vous allez jusqu'à effectivement la gestion émotionnelle de ces changements, organisation, réorganisation, qui est intéressante aussi à noter. Et quand tu dis ça, pareil, je me permets, l'exemplarité, ça ne veut pas dire justement ne pas avoir de cœur. Ça veut dire aussi justement soi-même reconnaître quand on ne va pas bien. Et moi, ça m'est déjà arrivé en équipe de dire, voilà, là, j'ai eu un souci par rapport à je ne sais pas quoi, machin. Comprenez que je ne suis pas hyper dispo aujourd'hui, tout est OK, etc. Donc effectivement, il y a ce soin d'être vigilant en fait, sur chacun. Et l'exemplarité, ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire... voilà, ça veut dire justement connaître ses limites et pouvoir les accepter, parce que si... Vous dites à quelqu'un, oui, non mais ce soir, il faut que tu rentres, etc. Et que vous partez et vous montrez bien votre ordinateur sous le bras, la personne, elle se dit, ouais, attends, si le chef il fait ça, il faut que je fasse pareil quand même. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce côté où il faut être cohérent dans ce qu'on raconte aussi. Donc, voilà. Oui, faisons la différence entre exemplarité et infaillibilité. C'est des nuances importantes.
Stéphanie, comment ça se passe dans le monde bancaire? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les ingrédients, je trouve. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, l'engagement, c'est dans la finance, c'est quelque chose qui est constant, c'est le fuel, hein, évidemment. Mais derrière le concept de l'engagement, moi, j'aime bien... ce sont des collaborateurs, collaboratrices qui sont engagés. L'engagement, c'est pas juste une recette magique qu'on leur met dans un verre le matin et paf, ça fonctionne. Engager des collaborateurs, des collaboratrices, c'est conditionné par beaucoup de choses. Et pour moi, c'est ça le fil conducteur. Il y a des corrélations, presque même statistiques, hein, que l'on peut faire entre l'engagement, le niveau de stress, la compréhension, le cap, hein, qu'on va donner, le pourquoi on fait ça. Donc le pourquoi on fait ça, le comment on fait ça, le bien-être que l'on ressent le matin, qui conditionne aussi en tant qu'être humain, est-ce que je vais me sentir bien et donner le meilleur de moi-même ou pas. Donc derrière le concept de l'engagement, qui là encore n'est pas une formule magique, le sujet, enfin en tout cas ce qui nous motive collectivement et ce qui nous engage collectivement, c'est comment je vais, pourquoi je vais travailler et comment je vais travailler, avec qui je vais travailler. Et pour moi, c'est ce fil rouge-là que j'aime bien suivre. J'ai eu le plaisir de mener plusieurs transformations dans ce même établissement, mais aucune transformation, aucun projet de transformation n'est identique. Il a parfois une profondeur différente. On peut transformer un service, 50 personnes, 100 personnes, comme on peut transformer un environnement beaucoup plus large. Nous vivons là, nous, à Société Générale, depuis 2 ans, une transformation qui se veut à la fois très, très profonde, totale, et dans des délais extrêmement courts. Donc maintenir un engagement dans un environnement de pression, pression au temps, pression à la réglementation, pression à la rentabilité, qui bouge tout le temps, qui remet en cause beaucoup de points de repère dans l'organisation et qui peuvent sembler des points de repère qui peuvent sembler anodins, mais juste changer de langue au travail, c'est stressant. Tout le monde parle anglais maintenant. Changer d'environnement de travail et de collègues, il y a les frontières, toutes les frontières entre les pays sautent et c'est une globalisation beaucoup plus forte. Voilà, des exemples qui au quotidien, au-delà de la pression classique du métier de la finance, viennent impacter les équipes. Donc, le commun que l'on peut trouver, quelle que soit cette profondeur, à mon sens, de l'organisation, c'est quand même être très clair sur le pourquoi on fait ça. Le pourquoi on le fait. Donner un cap, et là encore, et on l'a analysé statistiquement, derrière l'engagement, il y a une corrélation très forte entre le stress, la qualité de l'environnement et le sens. Et donc systématiquement et très régulièrement, et à tous les niveaux d'une organisation, parce que la profondeur peut être très, très, très différente, expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi on est obligé de changer. On n'a pas du tout envie de changer, hein, par nature. Pourquoi on est obligé de le faire. Ce que nous vivons chez nous depuis 2 ans, le pourquoi on le fait, c'est une question de survie. C'est juste une question de rester compétitif et vivant sur le marché du travail. Donc ça émeut, hein, ça choque beaucoup les collaborateurs qui vivent dans un environnement où une banque comme la nôtre, ça fait plus de 160 ans qu'elle est sur le marché. C'est une grande boîte, on est plus de 100 000 autour de la planète. C'est presque un acquis. On est dans cette maison, des carrières qui font 20 ans, 30 ans dans cette maison. Et donc, comprendre qu'il est important de changer parce que c'est juste une question de survie, c'est très nouveau. Et il est important de changer, mais on ne prend pas 10 ans pour le faire, hein. On a un plan à 2 ans et dans 2 ans, on doit remonter. Donc, changer ses habitudes, son organisation, s'adapter pour rester vivant sur le marché. Donc c'est très très stressant. Mais donc il est d'autant plus important à tous les niveaux de l'organisation de pouvoir dire voilà pourquoi on le fait. Et évidemment, on comprend intellectuellement le sens, hein, d'un patron, notre patron et d'un patron d'une banque comme la nôtre, nous dire voilà les indicateurs financiers, voilà où on est, le cours de notre action et l'objectif c'est juste de rester vivant dans 2 ans qu'on soit encore là. Donc ça, on le comprend. Mais ça veut dire quoi quand je suis sur le terrain, moi ? Quand je suis un IT sur le terrain, quand je suis un responsable d'opération en France, en Inde, aux États-Unis, ça veut dire quoi pour moi au quotidien ? C'est pas moi qui fais de l'argent, moi je vois pas de clients. Si, c'est aussi leur expliquer à chacun, et très régulièrement, que le travail que l'on fait tous main dans la main, c'est une grande chaîne qui donne à la fin cette rentabilité qu'on attend, la satisfaction d'un client, sa fidélité et donc la survie de la banque. Donc donner ce sens, pas une seule fois, plusieurs fois. Donner également montrer l'évolution. Alors évidemment, pour nous, c'est le cours de l'action, hein, ça montre une évolution. En 2 ans, elle a triplé, on est très content. On a bossé, hein, pour ça, mais on est très content. Mais c'est également sur chaque projet pouvoir
donner de la visibilité sur son avancée, pouvoir aussi reconnaître, et il est important de reconnaître, tu parlais d'être en proximité des collaborateurs, collaboratrices, c'est clé. Lorsqu'on est dans son bureau au fin fond d'un pays ou au fin fond d'une tour, de se dire moi j'ai contribué à quoi là-dedans. Ouais, cette reconnaissance et presque même de manière exagérée la valoriser. Moi ce que je demande à mes managers c'est presque ils le font, c'est de valoriser. C'est peut-être un all staff une fois par mois, une réunion d'équipe une fois par mois, de pouvoir donner le nom de telle ou telle personne qui a délivré avec succès sur tel projet. Comme également être très transparent sur là ça va pas, là on s'est loupé et là on a des pénalités financières ou là on prend un peu sur notre capital et donc il faut savoir se le dire aussi. Mais donner le sens c'est très important. Ce qui est important, qui sont les leviers pour le faire, c'est un axe sur lequel je fais très attention et on passe beaucoup de temps avec l'équipe RH mais l'équipe dirigeante également. Chaque manager compte. Les managers ont beaucoup de pression. Mais on doit les aider à faire leur job. On attend beaucoup d'eux, mais nous, on doit passer beaucoup de temps aussi avec eux. Donc, c'est offrir également aux managers des espaces, des outils, des espaces où ils peuvent lâcher un petit peu de stress de temps en temps, pouvoir partager leurs difficultés, être formés régulièrement, parce qu'on attend d'eux aussi des compétences de coach, des compétences financières, techniques, mais des compétences de coach, une certaine posture, voilà, beaucoup de choses. Donc ça, je pense que sont 3 ingrédients, si je dois les résumer, qui sont importants. Un, donner du sens, c'est le quoi. Le comment on va le faire, tous ensemble, chaque métier, chaque manager, et d'avoir, troisièmement, une reconnaissance pour une équipe, pour un individu, pour une division, pour un pays particulièrement. En tout cas, moi, je pense que ce sont des éléments qui sont importants dans les transfos que j'ai menés. Ouais, ok. Et je reviens à une des phrases initiales, l'engagement ne se décrète pas. Et toutes ces questions-là, c'est des question de coach pour faire mûrir cette idée entre stress et sens aussi, la juste transparence pour engager. Et on retrouve effectivement cette gestion émotionnelle. J'ai ressenti de l'émotion chez moi quand j'ai imaginé la Société Générale ne pas tenir la compétition, évidemment. Frédéric ? Ça fait tellement écho ce que vous dites. À chaque fois, je me dis, mais comment... Enfin, nous, c'est pas la même chose, quoi. Mais en même temps, il y a un point commun, etc. Côté compétition, c'est pas... Voilà, c'est pas du tout les mêmes enjeux. De temps en temps, il y a les évaluations PISA qui sortent et on s'aperçoit qu'on est de moins en moins bon. Et donc, on commence réellement à s'interroger aujourd'hui. On commence à s'interroger aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on est de moins en moins bon dans l'efficacité, puisqu'il y a des évaluations qui ont été remises en place pour les élèves. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Et qu'est-ce qui fait qu'on est toujours avec 20-25% d'élèves qui sont en difficulté, des quartiers les plus défavorisés, etc., qu'on n'arrive pas à mener là où il faut les amener ? Alors, pour les enseignants... souvent, la réponse, c'est les familles. Mais pour autant, on ne peut pas s'en contenter. La formation, c'est le levier le plus fort de l'éducation nationale pour les personnels. On a axé nos formations, il faut continuer à le faire, sur la pédagogie. On forme les enseignants à être de bons pédagogues, à faire de l'enseignement explicite, de façon à ce que tout le monde apprenne et on laisse personne au bord du chemin. Et puis après, on va plus loin. La formation en pédagogie, la formation didactique, comment j'enseigne les maths, comment j'enseigne les sciences, comment j'enseigne la physique, etc., etc. On a plein d'indicateurs, les résultats, les évaluations, le parcours des élèves, etc. Mais on commence à s'intéresser, et c'est vraiment nouveau dans l'éducation nationale depuis très peu de temps, au bien-être des personnels. Alors évidemment, on a des alertes, alors on a des groupes, on a quand même des organisations syndicales relativement fortes. Avec qui, moi, je suis en contact tout le temps. Demain, j'ai encore un comité sur les moyens. Alors, on va entendre, pas assez de moyens, etc., etc. Enfin, non, il y a suffisamment de moyens. On a toujours, mais c'est le discours qu'on entend. Le métier d'enseignant est dur, les enfants sont violents. Si vous êtes sur les réseaux sociaux en permanence, voilà, à tel endroit, il y a un élève qui s'est suicidé à cause du harcèlement. Et puis à tel endroit il y a je ne sais pas où je vais là, je parle mais je vais essayer de restructurer ma pensée. À tel endroit il y a
il y a des phénomènes de violence à tel endroit, etc. Et les discours sont toujours négatifs envers le métier d'enseignant qui reste pour autant un des plus beaux avec l'hôpital et puis l'armée et puis la Société Générale. Depuis que je travaille avec Roderick, j'ai appris qu'il faut exclure personne. Donc, la reconnaissance, la valorisation, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on commence à s'intéresser au bien-être des personnels et on commence à beaucoup parler depuis quelque temps de compétences psychosociales. Les enseignants envers leur classe, moi j'ai sorti un bouquin il y a 4-5 ans, le premier chapitre, c'est la relation de l'enseignant à sa classe. On n'a pas suffisamment formé nos enseignants sur ces aspects-là. Il va falloir que ça évolue réellement. Et puis la deuxième chose, c'est on pense que quand on est chef, alors je ne sais pas dans l'armée, mais on parlait des émotions tout à l'heure. Quand je suis chef, je n'ai pas d'émotion. Chef pavalette, comme on dit en Guadeloupe. Hein. Voilà, j'ai pas d'émotion, c'est-à-dire que un chef qui est en conflit avec son adjointe, j'ai fait 15 ans d'analyse de pratique Balint pour des chefs d'établissement quand j'étais en Seine-et-Marne, eh bien, ils ont les mêmes problèmes que les autres. C'est-à-dire que le chef, il a un adjoint qui ne veut pas faire ça, il a des parents qui l'ont agressé, etc. etc. Et il peut être ça peut vraiment l'obséder, etc. Donc, petit à petit, l'éducation nationale se décoince et on commence à parler des émotions que peuvent ressentir les gens. Les enfants, oui, ça, on y était déjà. Un peu. Mais les enseignants, un peu moins, à part via les organisations syndicales, et là, c'est plombant. La QVCT, on en parle, hein, qualité de vie au travail. Donc, ça progresse, et aujourd'hui, on arrive à parler de dynamique des groupes. Un exemple, parce que je ne veux pas être trop long. De manière concise, oui, Frédéric. Comment ? De manière concise, un exemple ? Non, 2, 3, 4... Et très vite, très concise. On m'a sollicité au niveau national pour dire il y a un webinaire national pour les 1500 inspecteurs de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Et je leur ai dit, mais il faudrait que nos inspecteurs de l'éducation nationale qui pilotent les directeurs, on les forme à la dynamique des groupes. Ça a été accepté. Ça bouge. C'est-à-dire qu'au niveau national, on a dit, OK, alors on va faire ça avec Roderick bientôt, formation des IEN à la dynamique des groupes. En Haute-Savoie, on a fait 2 séminaires pour les directeurs d'école qui ne sont pas des supérieurs hiérarchiques pour comprendre comment fonctionne leur équipe. Eh bien, on a eu 200 personnes sur 400 qui sont venues volontairement, en dehors des horaires normalement, etc., etc. On a fait un séminaire second degré qui va aussi attirer beaucoup de monde. C'est-à-dire que, et l'Académie de Grenoble, et on a un recteur qui va aussi vers cette piste-là. On a dit, mais vous savez, il y a collège en progrès en ce moment. On a ciblé 600 collèges qui doivent progresser, etc., etc. On a dit, OK, mais que pilotage par les évaluations, ça ne va pas suffire. Il faut aussi aider nos principaux de collège à dynamiser leurs équipes sur cette question-là. Donc, ça bouge doucement, mais on est en train de parler beaucoup plus de ça aujourd'hui et c'est les choses qu'on met en place. Voilà, okay. Je pourrais en citer d'autres, mais je m'arrête. Mais cet exemple est éclairant. Merci de l'avoir partagé. Ouais, on retrouve les compétences psychosociales, les émotions aussi, trait d'union entre ce que vous vivez. Troisième question avant de donner la parole à l'audience pour quelques questions. Peut-être en forme de synthèse, ça serait quoi si vous deviez donner un conseil? Je suis parti, je garde le micro. Un conseil pour une organisation qui souhaite se lancer. Je vais demander plusieurs, mais ça serait quoi? Tu as la réponse, c'est de commencer à réellement s'intéresser pour tous nos pilotes, à les former à la dynamique des groupes, au collectif, aux différentes forces, pouvoirs, etc., aux différentes étapes qui permettent de construire des collectifs. Et de s'intéresser aussi de manière beaucoup plus importante, bien sûr, au bien-être des personnels. D'une manière former à la dynamique des groupes. Ça nous va bien, ça, ce conseil. On m'a dit de dire ça, moi je dis ça. Stéphanie, un conseil ou un anti-conseil, ça marche aussi. On peut faire les deux, je peux te faire les deux si tu veux. Ok, bon, je commence par le conseil parce que je pense que, je suis très très convaincue du conseil. Pour moi, le meilleur conseil, c'est de la vérité, de l'authenticité et du terrain. De la vérité,
On dit ce qu'il va se passer, on dit que ça ne va pas être facile, on se dit qu'on va le faire ensemble et on se dit que les managers, même les plus hauts, les senior managers seront sur le terrain. Régulièrement, on explique, on accompagne. Pour moi, c'est ça, c'est de la vérité. On dit ce qui se passe, quand ça va bien, quand ça ne va pas. On est là au quotidien, on n'a pas peur du terrain. Et une petite dose de mesure aussi, parce que ça permet de nous orienter, évaluer, gérer les risques psychosociaux. Alors nous, dans la banque, on ne parle pas de comportements psychosociaux, mais de risques, c'est de la gestion du risque, mais voilà, c'est ce que je dirais. Et l'inverse, si je dois donner un contre-exemple, c'est de penser qu'une simple communication qui part du haut et qui descend, tout le monde l'a compris. Ok. Fleur, ça fait écho, la communication descendante. Du coup, moi, je vais désobéir. Je vais quand même donner trois choses. Ce qui était important pour moi, c'est l'engagement doit venir absolument du directeur d'établissement ou vous l'appelez le DG ou le chef de corps, peu importe. Mais l'engagement, il doit être porté par cette personne-là en priorité. Si ça part pas de lui, comme vous l'avez déjà vu en coaching d'équipe, de comité de direction, il n'y a rien qui bougera. Donc, pour moi, ça, c'est le premier maillon indispensable pour que ça marche. Le deuxième, c'est mettre en place. Là, on parlait de bien-être au travail, etc. Mettre des actions, c'est sympa. Il y a plein d'initiatives personnelles tout le temps. C'est très important qu'elles soient collectives. C'est-à-dire que, bien sûr, l'individuel, pourquoi pas. Dans l'armée, par exemple, on a des budgets alloués à tout ce qui va être conditions du personnel, ce qui va être aussi bien pour acheter une souris pour l'ergonomie, pour pas se faire mal en RPS, tout comme acheter un barbecue pour faire un truc avec les familles. Donc voilà, donc c'est important que ce soit collectif, y compris ritualisé. Nous, on a nos cérémonies, les médailles pour reconnaître la valeur de quelqu'un, etc., etc. Et le dernier point, c'est la partie justement communication, comme tu le disais super bien, d'être sincère, d'expliquer les choses. Et pour moi, la communication, ça sortit de l'écoute réelle et profonde, c'est-à-dire oser du coup se remettre en question quand son collaborateur ou son adjoint n'est pas du tout d'accord, et ouvrir ses chakras parce que ça permet de porter des nouvelles idées. Et le DG, par exemple, en haut, va pouvoir devenir le sponsor. Alors, il peut challenger les idées, etc. Mais voilà. Donc, communication, écoute, pour que justement les personnes en direction soutiennent aussi les idées du collectif. Voilà. Merci Fleur, c'est riche, donc ça me va bien. Anne, un conseil ? Désagréable, oui, ne pas suivre son conseil, non, je plaisante. Comment rendre acteur son directeur ? Voilà, moi, j'ai pas baissé les bras, je me suis dit, cette organisation, je la transformerai, et donc il faut que je trouve des leviers, donc c'est trouver dans ces équipes ceux qui vont nous aider, nos petits alliés, qui ne sont pas toujours très puissants, mais qui vont permettre de mailler et de pousser et de transformer. Donc, et ça aussi, dernier point, la communication, parce que dans nos organisations un peu tentaculaires, le seul moyen justement de transformer, d'emmener, c'est d'avoir une communication large et authentique. Voilà. Ok, merci pour tous ces partages, ces conseils aussi. Se former à la dynamique collective, la vérité, l'honnêteté, commencer par le haut, chef de corps, la communication, une forme de transparence, de valorisation. Je vais ouvrir à, 2 questions. Sachez que, je sais que ça va vous insatisfaire, mais sachez qu'ils seront présents aussi pour la pause déjeuner, donc vous pourrez aller les voir pour approfondir. J'ouvre les questions, on va se faire ça en 10 petites minutes. C'est une première main levée. Bonjour, merci pour ces super retours et conseils. J'ai une question un petit peu intéressée. Je viens de la Guadeloupe. Et donc, du coup, ma question est pour Frédéric Bablon et éventuellement pour Stéphanie Béranger-Crisanti, qui a des équipes en Guadeloupe. Qu'est-ce que la Guadeloupe vous a appris sur vous-même et sur les collectifs ? Question spécifique, peut-être en un point. La Guadeloupe est un... Oui, alors... la Guadeloupe est un terrain très chaud, sur tous les plans, y compris social. Et ce que j'ai appris en tant que manager, puisque j'étais directeur académique auprès d'un recteur qui était antillais d'ailleurs, c'est vraiment le premier conseil et la première étape d'ailleurs dans la construction des dynamiques collectives, c'est
de s'intéresser aux autres. Si je ne m'intéressais pas aux Guadeloupéens dans ce qu'ils sont, dans leur langue que j'ai essayé un petit peu d'apprendre, et je ne pouvais pas tisser le lien social qui me permettait de ne pas être considéré comme un esclavagiste métropolitain qui arrivait. Parce que c'est ça, la Guadeloupe. Et j'ai un secrétaire général à côté qui n'a pas compris ça. D'abord, il ne faut pas parler à un Guadeloupéen et dire du mal d'un Guadeloupéen avec un autre Guadeloupéen, même si on pense qu'ils ne sont pas d'accord, parce que de toute façon, le soir, ils boivent petit punch ensemble, ils se connaissent depuis 20 ans, 40 ans, donc il s'est fait descendre en flèche par les organisations syndicales. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir la créolité, de découvrir des écrivains créoles, de m'intéresser à cette culture, et avec ça, j'ai pu vraiment manager. Voilà, et donc c'est ça que m'a appris la Guadeloupe. On s'adapte partout, à condition que, vous l'avez dit à un moment donné, la première chose, c'est qu'on s'intéresse aux gens qu'on a en face de nous. Les 4 C du management public, considération, et on a de la considération pour les autres. Mais je ne dirais pas les autres, puisque c'est trop court. Suspense. Ah, j'aime ce teasing parce qu'il va avoir plein de questions pendant la pause déjeuner, Frédéric. Je fais le parallèle avec nous quand on est en coaching d'équipe, coaching d'organisation, la représentation qu'ont les équipes de nous-mêmes quand on arrive en entreprise. C'est intéressant aussi de prendre du recul par rapport à ça. Oui, merci. Alors, je change complètement de registre. Je vais être beaucoup moins exotique, je préviens. On lit, on observe, on entend beaucoup qu'un des freins à l'engagement collectif, ça peut être aussi l'individualisation des demandes et une tendance dans certaines organisations de chaque individu à rechercher son bien-être à lui, quitte à ce que ça se fasse au détriment du collectif ou en tout cas sans nécessairement se préoccuper de l'engagement collectif. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez travaillé ou qui évoquent des choses dans vos quotidiens? Oui, ça me parle très bien. Parce qu'effectivement... j'ai perdu le fil. Pardon. Je prends le relais. On en entend beaucoup. Et finalement, les gens, enfin les salariés, les collaborateurs nous disent notre force, notre appui, c'est le collectif. Donc c'est vrai que ils veulent travailler un peu moins, ils aimeraient mieux être un petit peu plus à la maison, ils ont envie de ne pas bosser le week-end et puis que ce soit le copain qui bosse le week-end. Mais au fond, la force, l'énergie, l'enthousiasme, c'est toujours le collectif qui nous est présenté. Encore et encore. Pour dire que, ça, à mon avis, ça ne s'oppose pas. C'est absolument complémentaire. Puisque de toute façon, le collectif, c'est s'intéresser à l'autre, donc on s'intéresse à l'individu. Et pour être intervenu récemment à Poitiers dans ce cadre d'un séminaire management pour les cadres, il y a la partie individuelle qui est excessivement importante à prendre en compte, mais qui n'est pas du tout... Enfin, les deux sont à prendre en compte. Si on veut faire de la bonne RH dans l'Académie de Grenoble, on est en train de s'interroger là-dessus. Il y a le volet collectif, dynamique des groupes, et il y a le volet individuel du bien-être individuel de chacun. Et d'ailleurs, quand l'un va avec l'autre et l'autre... Enfin, je pense... De toute façon, chaque collaborateur ou chaque personne dans une entreprise, chaque employé et chaque être humain, de toute façon, a d'abord une quête personnelle de satisfaction personnelle avant de penser au collectif. C'est ainsi fait. Et c'est renforcé, en tout cas dans la finance, c'est renforcé par un système de fixation d'objectifs, d'évaluation, de rémunération qui, de toute façon, va conduire tout à chacun, au-delà de son expertise particulière, à travailler sur son résultat personnel. Le sachant, quelles sont les actions, quelle est la manière également dont on peut susciter l'intérêt collectif auprès des collaborateurs, que ce soit dans l'environnement, la manière dont on va meubler, organiser un environnement pour un meilleur partage d'informations, que ce soit dans la dynamique des activités, fixer des objectifs qui sont collectifs versus individuels, de la pédagogie également, de leur montrer que tout seul on est moins puissant qu'à plusieurs, et c'est toute ce que l'on appelle dans beaucoup d'entreprises, la culture de la performance, comment ensemble on travaille mieux. Et effectivement, c'est également comment on évalue et comment on reward, comment on récompense les gens qui, dans un groupe, va mieux délivrer qu'un autre. Donc beaucoup d'actions, et il y en a d'autres qui sont peut-être plus ou moins fermes que l'évaluation, mais beaucoup d'actions, et il nous appartient de les accompagner, à mon sens, en tant que RH et de manager, comment on va aller susciter ce collectif. Parce que la limite,
c'est l'individualisme. Tout à chacun va travailler pour soi. On ne travaille pas intuitivement pour un groupe, on va travailler pour soi. Et donc c'est à nous d'aller chercher ce collectif avec un maximum d'action. J'ai retrouvé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu disais, il y a le début, mais il y a aussi quand on est en période de choses très compliquées. On est en terrain hostile pour de vrai, ou que ce soit dans le militaire ou dans l'hospitalier, et où là, automatiquement, les gens se renferment sur eux-mêmes. C'est un truc, voilà. Donc ça, c'est l'individualité. Et c'est pour ça que ce dont je parlais au début, être extrêmement attentif avec ses collègues, ses collaborateurs, en fait, cette responsabilité individuelle que les gens vont faire parce qu'ils sont motivés et parce que, voilà, ils essaient de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. Le fait que le collectif le reprenne parce qu'il a connaissance du fonctionnement des gens, va permettre justement de ressortir collectivement, positivement du truc. Voilà. Donc la boucle est bouclée finalement. Ouais, je retiens cette idée de créer les conditions de la dynamique collective florissante. Et vous avez pas mal parlé des émotions et aussi cette idée peut-être de sécurité psychologique. Les rôles, les responsabilités, les libertés, qu'est-ce qu'on attend de chacun, quel est le rôle de chacun. Et ça permet effectivement d'aller plus facilement après vers le collectif. Merci à tous les quatre pour cette intervention